Bonjour les amis. Comme je vous disais dans les vidéos précédentes, je parcours assez souvent depuis quelque temps les réseaux sociaux, les Facebook, TikTok et compagnie, pour découvrir, pour apprendre, pour comprendre tout ce qui s'est passé pour qu'on arrive depuis l'esclavage jusqu'à nos jours, pour savoir comment nous on en est arrivé là. Et s'il y a des personnes, des Martiniquais, des Guadeloupéens ou autres, qui pensent qu'on ne mérite pas de se soulever et de demander ce qui nous revient de droit, c'est qu'ils n'ont rien compris de l'histoire. Regardez bien, j'ai mis deux petits reportages. Regardez-les bien, vous allez voir que on a assez souffert. Et c'est temps qu'on nous rende justice en Martinique et ailleurs. Merci, à tout à l'heure. Vraiment. Suivons désormais le parcours d'un esclave, de son village en Afrique, en passant par le comptoir de vente, jusqu'à une habitation sucrière aux Antilles. À la source de la mise en esclavage se trouve la complicité des royaumes africains dans le fonctionnement de la traite atlantique et leur étroite coopération avec les négriers européens. Le royaume du Dahomey, dans le sud de l'actuel Bénin, était l'un des principaux fournisseurs d'esclaves pour les négociants. Le fait de réduire en esclavage était une part essentielle des traditions de ce peuple, et une façon d'imposer une domination politique et économique grâce aux nombreuses guerres et razzias et la vente de ses prisonniers. Il disposait d'une armée de métier, consacrée à la capture d'esclaves, composée de 12 000 hommes, dont 5 000 amazones, les fameuses femmes guerrières réputées pour leur force et leur cruauté. L'assaut est lancé aux aurores, par surprise, dans les villages encore assoupis. Les personnes âgées sont décapitées, et le reste de la tribu fait prisonnier. Les captifs sont ensuite convoyés vers les côtes. Après de longues marches, où ils sont parfois revendus à des tribus locales, hommes, femmes et enfants sont gardés dans des forts ou des baraquements sur les littoraux, où ils sont stockés. Le port de Ouidah et l'île de Gorée sont les deux principaux points de départ des déportations. Les esclaves sont alors constitués en lots. Les prisonniers de langues différentes et parfois de tribus rivales sont mis ensemble afin d'empêcher la coopération et enrayer les velléités de révolte. Il ne reste plus qu'à attendre les négociants venus d'Europe. Depuis les ports français, dont le plus important est Nantes, de riches bourgeois ou certains nobles financent les expéditions de la traite. Ils se font appeler négociants, car ils négocient en gros et non marchands, qui eux font du commerce de détail. Beaucoup se persuadent qu'ils sauvent les populations des guerres incessantes qui secouent les tribus africaines et qu'elles pourront accéder par ce biais à la civilisation. Dans les ports, on remplit les cales du navire. Toiles imprimées, soie, outils, armes à feu ou encore alcool qui seront revendus aux royaumes africains. Le vaisseau navigue le long des littoraux et une fois sur le lieu de négoce, le capitaine s'acquitte des taxes d'ancrage et de commerce. Durant le costing, le cabotage négrier, un chirurgien inspecte minutieusement les esclaves. Vérification de la condition physique, inspection des dents, des yeux et de la vigueur musculaire. Le but est de sélectionner les esclaves en meilleure forme afin qu'ils survivent à la traversée, puis une fois dans les colonies, qu'ils soient aptes au rude travail de la canne. Les négociations sont âpres et mouvementées. L'affaire conclue, les esclaves sont marqués au fer rouge. Les femmes sont très souvent soumises à l'acte d'appareillage, viol massif commis par les matelots après l'acquisition des esclaves. Un processus tout bénéfique pour les armateurs, qui y voient la possibilité d'augmenter la valeur économique de leurs marchandises. Les navires négriers sont des navires de commerce classiques que les armateurs aménagent afin de pouvoir contenir un maximum d'esclaves. L'entrepont sert à stocker les prisonniers et les cales, les marchandises. Les captifs sont entassés les uns sur les autres, couchés tête bêche pour gagner un maximum de place. Ils disposent d'environ 1 mètre carré de surface pour vivre durant des semaines, dans la pénombre, la puanteur et les maladies. Les esclaves sont nus pour éviter la prolifération des insectes et des maladies. Dans la plupart des navires négriers, les hommes et les femmes avec leurs enfants sont séparés par une barricade afin de limiter les communications et les risques de révolte.
Lors du départ, les esclaves sont enchaînés jour et nuit, deux par deux, aux poignets et aux chevilles. Une fois loin des côtes, ils sont enchaînés uniquement la nuit. Femmes et enfants sont autorisés à rester sur le pont durant la journée, avant d'être renvoyés à fond de cale au coucher du soleil, après une fouille minutieuse. Lors du passage du milieu, la traversée de l'Atlantique jusqu'aux colonies, au lever du jour, les prisonniers sont emmenés sur le pont, où on les oblige à danser pour activer leurs muscles et entretenir leurs conditions physiques. Ils sont attachés pour empêcher les tentatives de suicide. Pendant ce temps, l'entrepont est lavé. Ils sont nourris 2 fois par jour. Riz, maïs, fèves et manioc en soupe constituent l'essentiel des repas. Les esclaves sont lavés à l'eau de mer, rasés tous les 15 jours pour éviter les poux. Les maladies règnent sur l'embarcation, à cause de ces conditions de vie déplorables. Malgré l'utilisation de citron pour éviter la diffusion du scorbut chez les prisonniers, certains historiens évoquent près de 1 800 000 esclaves décédés durant la traversée, sur 12 à 13 millions de déportés, durant toute la période de la traite atlantique, soit un taux de mortalité de près de 15%. Le passage du milieu est également un moment de constante peur pour les capitaines. L'équipage, constitué de 40 à 50 matelots, instaure un climat de terreur afin d'empêcher les révoltes. Si une révolte échoue, elle est brutalement réprimée. Si par chance elle réussit, l'incapacité des esclaves à manœuvrer une si grande embarcation les condamne à une dérive mortelle sur l'océan. Après environ 6 semaines de traversée, le navire négrier arrive aux Antilles, Saint-Domingue, Guadeloupe ou Martinique. Les esclaves sont lavés, nettoyés et huilés avant la vente aux enchères. Les maîtres béquets, les colons blancs des Antilles françaises, se rendent ainsi sur la place du marché afin d'acheter de nouveaux esclaves, accompagnés de leur procureur, la personne chargée de tenir les comptes financiers de l'habitation, d'acheter et de revendre les esclaves. Une nouvelle inspection est faite des dents, des yeux et de la condition physique. Après la vente aux enchères, les capitaines se débarrassent des derniers esclaves invendus, en général les plus âgés ou les malades, à travers une vente de groupe à un prix réduit. Les capitaines chargent alors leurs bateaux de sucre évidemment, mais également de tabac, de coton, d'indigo ou de café. Retour au port de départ, où les marchandises sont revendues dans les grandes villes européennes. La rentabilité n'est pas exceptionnelle. Le risque de perte est assez élevé, mais en moyenne, les financeurs peuvent faire un bénéfice de 15 à 30% sur la somme investie. L'espoir d'un gros coup, qui rapporterait énormément sur un seul voyage, motive toujours les négociants à lancer de nouveaux navires sur les océans. Afin de régir les rapports maître-esclave dans les colonies, une ordonnance est édictée sous Louis XIV par son ministre des Finances Colbert. Plus connu sous le nom de Code noir, le texte réglemente le système esclavagiste. À l'origine, il a pour but de réaffirmer l'autorité royale face aux colons, afin de limiter leurs exactions sur les esclaves, dans un but précis, favoriser la production pour engranger un maximum de bénéfices. Il est autorisé de fouetter les esclaves, avec des verges et des cordes, et non des bâtons, pour ne pas leur casser les os. Le propriétaire peut les entraver ou les mutiler en cas de fuite. On coupe une oreille et on marque l'épaule au fer rouge. En cas de récidive, on coupe une jambe et l'on marque l'autre épaule de la même manière. Enfin, en cas de 3e tentative de marronnage, terme désignant la fuite d'un captif, le maître a le droit d'ôter la vie de son esclave. À partir des années 1780, ces actes de mutilation sont interdits par les gouverneurs antillais, le propriétaire pouvant être frappé d'infamie. Le Code noir considère les esclaves comme des biens meubles et les soumet donc au régime de la propriété, cessible, vendable, échangeable. Le prisonnier ne redevient humain qu'en cas de crime, puisqu'il peut être déclaré responsable de ses actes. Une fois acheté, l'esclave est baptisé, avec une religion qu'il ne connaît pas, et on lui attribue un nouveau prénom. Il est envoyé dans une plantation, que l'on nomme habitation, qui peut accueillir de 60 à 400 esclaves. Les captifs habitent dans de petites maisonnettes étroites, que l'on appelle casas nègres. Faites de branches et de chaumes de canne, ces bâtisses sont dans un état médiocre. Toute l'année, la canne à sucre doit être plantée, désherbée, coupée, récoltée et transportée, puis broyée et chauffée pour être transformée. L'organisation de la plantation
fait en sorte que la récolte soit un processus continu. Les périodes les plus exigeantes nécessitent que les esclaves soient à l'ouvrage nuit et jour. Sous un soleil de plomb et un climat tropical, hommes, femmes et enfants travaillent sous le regard du contremaître, prêt à les fouetter lorsque la cadence n'est pas assez rapide. Les esclaves passent en général la journée entière au champ, même les femmes enceintes, qui travaillent jusqu'au dernier moment. Les accidents sont constants, bras broyés dans les meules ou brûlés dans les chaudières. Le Code noir prévoit que les esclaves aient leur dimanche de libre, pour aller à la messe et respecter le jour sacré du Seigneur, mais également pour s'occuper du minuscule lopin de terre octroyé avec leur case. Dans les faits, la plupart des maîtres les obligent à travailler, arguant qu'il y a trop de tâches à effectuer dans la plantation. Les esclaves sont divisés en deux catégories dans l'organisation de la plantation, le grand et le petit atelier. Le petit atelier est composé des enfants de 11 à 16 ans, des esclaves trop vieux pour travailler au champ, ou de ceux qui ont été mutilés dans les machines de broyage de la canne. Leur travail est constitué de tâches moins éreintantes, comme s'occuper du bétail ou ameublir la terre. Le gros du travail est donc réalisé par le grand atelier, où la plupart des esclaves sont placés. D'un côté, le jardin, les champs de canne, et de l'autre, le moulin, le lieu de transformation de la canne à sucre. Les conditions de travail inhumaines, les maltraitances, les accidents, les maladies et la malnutrition réduisent l'espérance de vie à 30-40 ans. L'unique horizon qu'un esclave peut envisager est celui d'être affranchi, procédé extrêmement rare car jugé dangereux, ou la fuite, qui généralement se termine par une nouvelle capture ou la mort. À raison d'un homme libre pour 17 esclaves, il est nécessaire pour le maître d'une plantation de s'appuyer sur une hiérarchie stricte pour maintenir l'ordre. Les individus sont mis en compétition pour éviter toute coalition ou tentative de révolte contre le béquet. Concrètement, ce sont des esclaves qui surveillent d'autres esclaves. Il y a tout d'abord les nègres de jardin, les esclaves de base, la majorité de ceux qui travaillent dans la plantation. Viennent ensuite ceux qui les surveillent, les commandeurs ou contremaîtres, qui sont choisis pour leur capacité à se faire obéir. Ils chapeautent la production et s'assurent de la bonne exécution du travail. Ils infligent les punitions, tiennent le fouet, vérifient le respect des horaires. Leur rôle est très important dans la répression du marronnage. L'économe se charge de tenir les comptes de la production. Les nègres à talent sont un peu mieux traités, car ils disposent de compétences propres. Ils savent par exemple fabriquer le sucre ou le rhum. Les esclaves domestiques, quant à eux, jouissent de certains privilèges. Ils vivent dans la maison du maître et sont mieux nourris que les autres. Ce sont en général des femmes qui sont assignées à de multiples fonctions d'intendance. Elles sont à la fois servantes, nourrices, domestiques, cuisinières et sont également utilisées comme objets sexuels. La bonne organisation d'une plantation se crée dans ces rapports de domination et de compétition, où tout est fait pour que l'individualisme et l'égoïsme deviennent la règle pour chacun. Face au système esclavagiste, quelques voix s'élèvent. Certains philosophes des Lumières dénoncent la traite négrière, non sans une certaine ambiguïté. Par exemple, Voltaire condamne l'esclavage dans Candide, tout en possédant des parts dans la Compagnie des Indes, très active dans le commerce triangulaire. Des sociétés abolitionnistes apparaissent à la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre, puis en France, mais visent dans un premier temps la suppression de la traite négrière, et non l'abolition de l'esclavage. Au moment de la Révolution, des révoltes éclatent en Martinique, en Guadeloupe, et surtout à Saint-Domingue, où Toussaint Louverture inflige une série de revers aux colons français. En 1794, la France est le premier pays à abolir l'esclavage et faire des anciens esclaves des citoyens de plein droit. Sauf en Martinique, où les planteurs préfèrent passer sous domination britannique pour contourner la loi. L'île repassera sous giron français en 1802, date à laquelle Napoléon rétablira l'esclavage. Mais le monde change. L'Angleterre fait sa révolution industrielle. Le système de traite perd en rentabilité. Il est supprimé au Royaume-Uni en 1808. Durant le congrès de Vienne en 1815, les monarchies européennes assimilent la traite négrière à de la piraterie. Mais la suppression de la traite ne supprime pas l'esclavage. En France, on réprime la traite négrière en 1827. Et il faut attendre 1848 et la Deuxième République pour que l'esclavage soit définitivement aboli,
sous l'impulsion de Victor Schœlcher. Les propriétaires sont indemnisés, tandis que les affranchis ne recevront ni terre ni indemnisation. Il ne faut pas s'y tromper, l'abolition tient plus de causes économiques qu'humanistes et s'intègre dans une mutation de l'économie mondiale. Pour en revenir à l'activité sucrière, la culture de la betterave en France, qui se développe tout au long du XIXe siècle, n'est pas étrangère au déclin des plantations coloniales aux Antilles. Entre le XVIe et le XIXe siècle, on estime à 12 millions le nombre de déportés, toutes nations confondues. Cette saignée démographique, auquel il faut ajouter les victimes de la traite orientale, a eu des conséquences catastrophiques sur le continent africain. Croissance et développement ralentis, insécurité croissante ou instabilité politique récurrente. Sur les 12 millions de victimes, 1 200 000 personnes ont été déportées dans les Antilles françaises. On estime à environ 5 millions les descendants d'esclaves en France et près de 10 millions en Haïti, ancienne Saint-Domingue, devenue indépendante en 1804. Ce système mercantile a considérablement enrichi les Européens, participant à l'essor d'une classe bourgeoise qui a mis en place des outils propices à son développement, comme les banques, pour financer la traite, ou les assurances, pour couvrir les risques d'une telle entreprise. Le mode d'organisation des plantations fut également un laboratoire pour les mines, les usines et les manufactures du XIXe siècle, période durant laquelle la classe ouvrière deviendra la nouvelle force servile du capitalisme. France, juin 2020. De nombreuses manifestations éclatent contre les violences policières et le racisme, dans le sillage du mouvement Black Lives Matter, qui fait suite au meurtre de George Floyd par un policier aux États-Unis. À Paris, dans la nuit du 23 juin, un militant antiraciste jette de la peinture rouge sur la statue de Colbert, située devant l'Assemblée nationale. Cet acte vise à dénoncer le rôle joué par le ministre des Finances de Louis XIV dans l'esclavage et la traite occidentale. En effet, Colbert est à l'origine du Code noir, texte de 1685, réglementant les rapports entre maîtres et esclaves dans les colonies. Entre le XVIIe et le XIXe siècle, les monarchies européennes rationalisent un système de déportation des populations noires d'Afrique vers le Nouveau Monde, qui sont réduites en esclavage et forcées de travailler dans les champs. Dans les Antilles françaises, la culture de la canne devient centrale, le sucre étant un produit très rentable, car fort apprécié sur le vieux continent. Revenons sur le système de la traite pratiqué par les Occidentaux et observons le parcours, puis le quotidien des esclaves, des villages africains aux plantations antillaises. 1492 est une année notable de l'histoire. En Espagne, le dernier royaume musulman ibérique s'effondre. C'est la fin de la Reconquista, et les royaumes chrétiens, en effervescence, souhaitent propager la religion partout où ils le peuvent. Dans la recherche de nouvelles routes commerciales vers les Indes, engagées depuis le XVe siècle, de nouvelles terres sont découvertes à l'ouest, par-delà le grand océan. Christophe Colomb débarque aux Antilles cette année-là pour le compte de l'Espagne. Le Portugal, quant à lui, s'implante au Brésil avec Pablo Álvarez Cabral. Les royaumes ibériques font mainmise sur l'Amérique, et les grands empires, aztèques et incas, sont détruits. L'implantation dans ces territoires est motivée par un double enjeu, économique tout d'abord, mais également religieux, par un processus de conversion forcée et d'asservissement des populations autochtones. Les colons espagnols mettent en place une forme de travail forcé afin d'exploiter les immenses richesses amérindiennes, comme l'or, l'argent et les nouvelles cultures, l'encomienda. On regroupe sur un territoire donné les indigènes qu'on oblige à travailler dans les mines, les champs et les chantiers de construction, sous l'autorité d'un colon, l'encomendero. Les populations des Antilles, d'Amérique centrale et du Sud, sont ainsi réduites en esclavage. Mais rapidement, les Indiens ne suffisent plus à satisfaire l'appétit destructeur des Occidentaux. La main-d'œuvre vient à manquer. Les Amérindiens meurent par centaines de milliers de maladies, dues au choc microbien, de massacres massifs étroitement liés aux conversions, et surtout d'épuisement au travail forcé. Face à ces conditions épouvantables, un jésuite espagnol, Bartolomé de Las Casas, prend la défense des Amérindiens lors de la fameuse controverse de Valladolid en 1550, un grand débat religieux et politique qui doit répondre à une question simple. Doit-on convertir les indigènes par la force ? La réponse est non, et Las Casas réussit à préserver les Indiens du travail forcé. Dès lors, les colons se tournent vers une nouvelle main-d'œuvre plus robuste et plus résistante au travail des colonies. Les populations noires d'Afrique. Dès le début du XVIe siècle, les Portugais avaient fait venir des hommes noirs d'Angola au Brésil en tant qu'esclaves.
Après la controverse de Valladolid, la déportation des Africains se développe de manière systématique. Cette pratique de mise en esclavage était déjà motivée par la papauté, comme le témoigne la bulle pontificale Romanus Pontifex du pape Nicolas V, datant de 1455, qui légitime le commerce des Africains en les qualifiant de bois d'ébène. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les autres États européens, Hollande, France, Angleterre notamment, s'implantent en Amérique. Une partie des Antilles échappe aux Espagnols, cette myriade d'îles étant difficile à contrôler. La France s'établit à Saint-Domingue, en Guadeloupe ou en Martinique principalement. La culture de la canne à sucre est introduite par les Portugais au Brésil dès le XVIe siècle, puis étendue aux Antilles un siècle plus tard. Les puissances européennes profitent du besoin de main-d'œuvre pour établir un fructueux commerce maritime, organisé autour de la traite des Noirs, le commerce triangulaire. De riches armateurs organisent le départ de vaisseaux depuis les grands ports négriers européens. Par exemple, Nantes, Bordeaux, Liverpool ou encore Amsterdam. Ils partent chargés de marchandises manufacturées, qu'ils vont troquer sur les côtes ouest africaines, contre des esclaves, qu'ils vont ensuite déporter aux Amériques et aux Antilles, pour les échanger contre du sucre, des teintures, du café, du cacao ou encore du tabac, qu'ils revendront à prix d'or dans les capitales européennes. En France, au départ, aux esclaves africains, on privilégie des travailleurs volontaires, les 36 mois, nommés ainsi car ils ont des contrats de 3 ans. Ils ont l'espoir d'obtenir une terre, de démarrer une nouvelle vie. Rapidement, les engagés manquent, les conditions de travail sont trop dures, et souvent, le rêve se transforme en cauchemar. Richelieu et Louis XIII autorisent la traite en 1642. Mais c'est réellement sous Louis XIV, puis au XVIIIe siècle, que le système se rationalise et qu'une économie sucrière, utilisant les esclaves déportés d'Afrique, se développe. Par exemple, à Saint-Domingue, il y a 30 000 esclaves qui produisent 3 000 tonnes de sucre en 1690. Un siècle plus tard, 500 000 esclaves en produisent 100 000 tonnes. Loin des châteaux, dans la colonie Côte d'Ivoire, hommes et femmes étaient réquisitionnés pour travailler dans les plantations ou dans les infrastructures. Le duvet soyeux qui recouvre les graines du cotonnier est cueilli par les femmes et les enfants chez les indigènes. Le travail forcé a duré jusqu'en 1946. Partout, les gardes coloniaux cherchaient des bras valides. Chaque village devait donner au moins 10 personnes. Et les colons s'appropriaient aussi des femmes pour s'occuper de leur maison. Elles tombaient souvent enceintes et étaient parfois contraintes d'avorter ou de changer de village. Sexe, race et colonie, le sujet est encore bien tabou dans l'histoire officielle française. Un collectif d'historiens a pourtant récupéré des milliers d'illustrations. Rares sont les pères qui, comme celui-là, assument pleinement ces enfants de couleur. Mais les photos des domestiques concubines sont en revanche très nombreuses. Ces femmes de blanc étaient très appréciées, car elles permettaient, disait-on, d'éviter les maladies vénériennes. C'est en tout cas ce que conseillait le docteur Jacobus, un haut fonctionnaire colonial qui prétendait avoir 30 ans d'expérience en la matière. Publié en 1893, son ouvrage « L'amour aux colonies » a été réédité 37 fois. C'est une sorte de bréviaire raciale et sexuelle. D'abord pour expliquer à ces braves colonisateurs que ce qu'ils font aux colonies n'est en rien perturbant pour leur statut social s'ils ont une fiancée ou une épouse en France. Premier point, important. Vous ne trompez pas votre épouse en ayant comme concubine une jeune indigène. Deuxièmement, c'est une typologie raciale en fonction des populations. L'odeur, la corporalité, la peau, les pratiques sexuelles de chaque population. Et troisièmement, c'est une manière d'expliquer aussi comment s'y prendre. C'est une sorte de guide. Donc un jeune qui prend le bateau, il est déjà fabriqué dans sa matrice. Dans une France et une Europe corsetée à la fin du 19e, où le corps des femmes n'est pas visible, où quelque part il y a peu d'espace pour libérer, entre guillemets, sa sexualité, il sait déjà que là-bas ça va être possible. C'est ça les colonies. C'est ça que fabrique cette matrice. Elle fabrique en fait un espace, entre guillemets, paradis sexuel, qui est un enfer pour ceux qui le subissent, où le corps de l'autre, comme la terre, appartient en fait aux colonisateurs. De ces safaris sexuels, des familles parallèles se constituaient en secret, loin de la métropole. Combien d'enfants sont-ils nés dans les plantations de bananes?
Personne ne le saura jamais, mais les lettres écrites sur le papier en tête de la famille de Jeanne en disent long sur le quotidien de ces années-là. J'ai depuis 1 an et demi un petit garçon de 12 ans, métis, qui s'est trouvé un jour abandonné. Nous avons gardé ce petit dont nous ne connaissons pas le père, et maintenant il est définitivement avec nous. La récolte sera bonne, j'ai placé un jeune métis qui s'en occupe fort bien. C'est le fils d'un de mes amis qui a 18 ans et est très bien dressé. J'ai un autre protégé qui est actuellement mobilisé en Afrique du Nord. C'est un autre métis que j'ai connu à Dimbokro. Tu vois, j'ai de quoi m'occuper. Alors mes amis, quand on a vu ça et qu'on a compris ce que le peuple, notre peuple a vécu, il n'y a vraiment plus rien à dire. S'il y a des Antillais, des Afro-Caribéens, des Domiens, ou même des Africains, qui trouvent qu'on ne doit pas se battre, qu'on ne doit pas réagir, c'est qu'ils n'ont rien compris à l'histoire. On a le droit et le devoir de se battre. On a le droit et le devoir de se réveiller pour aider le R. De se battre pour demander la libération de Odik Bedito. Il faut qu'on se batte. Et on ne va rien lâcher. Rien pour vous. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.